Lorsque les hommes politiques prostituent la femme, ils ont tous des harems, ils ont fini par chosifier la femme. Même dans le système éducatif, lorsqu'une demoiselle, même quand elle est brillante à l'école, elle est obligée de s'allonger sur le canapé pour pouvoir accéder à un diplôme, ben, tout cela contribue à chosifier la femme. Nous, les hommes conscients, nous devons justement dénoncer cela. On ne peut pas bâtir une nation lorsque la femme est ostracisée. Prenons le cas de l'Union africaine, qui est une cantine 5 étoiles en panne, où les chefs d'État vont plus pour leur causerie, pour régler les problèmes africains. Pour une fois que cette organisation continentale a bougé, c'est lorsqu'une femme a été à la tête. Madame Zuma. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Très heureux de vous retrouver encore dans votre émission Droit de savoir, mais surtout d'avoir choisi encore Teler TV. Aujourd'hui, nous allons parler culture. Avec moi sur ce plateau, monsieur Lasconi Ngungulu Yasangi, Yamina Bantou. Je vais le laisser se présenter parce que c'est quelqu'un qui a plusieurs casquettes. Voilà, c'est nettement mieux qu'il nous parle de lui. Qui est-il exactement? Monsieur Lasconi, bonjour. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci une fois de plus de m'avoir invité dans votre émission. Je suis Ngungulu Yasangi Yamina Bantou Lasconi. Je suis chercheur pluridisciplinaire, enseignant et globe-trotteur natif de la rive droite du fleuve Congo, Brazzaville pour les colons. Voilà. Mais alors aujourd'hui, on va parler culture, je l'ai dit tout à l'heure, mais particulièrement le mois de juillet qui est un mois, un des plus importants mois de l'histoire de l'Afrique. Et c'est le mois où est morte évidemment Kimpa Vita. Ce fut en juillet, donc le 2 juillet 1706. Aujourd'hui, nous revenons sur cette histoire, question de comprendre ce symbole, cette dame aussi courageuse, engagée, brave, qui avait été finalement brûlée sous Pedro IV du Congo. Bonjour, bonsoir à vous aussi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs qui venaient de nous rejoindre pour la première fois sur Teler TV et vous avez fait d'ailleurs le très bon choix. Moi, c'est Christian Perrin. Monsieur Lasconi, Kimpa Vita, qu'on appelle aussi parfois Chimpa Vita, et c'est un problème probablement de langue ou d'influence de la société, est morte, je l'ai dit tout à l'heure, le 2 juillet 1706. Nous sommes encore au mois de juillet. Il y a beaucoup de choses à dire. Probablement qu'au cours de cette émission, on fera aussi état de plusieurs autres personnalités, des héros de l'Afrique, ceux-là qui ont commencé à lutter pour l'Afrique, qui ont donné leur vie pour l'Afrique. Commençons par Kimpa Vita. Qui était-elle? Alors, Kimpa Vita ou Chimpa Vita, selon la prononciation, est une des premières héroïnes du Congo, Congo avec un K, puisqu'elle a été brûlée vive avec un nourrisson un vendredi 2 juillet 1706. Donc, le 2 juillet 2022, nous avons commémoré dans les 3 Congos, à savoir l'Angola, le Congo Brazzaville, le Congo Kinshasa, le 316e anniversaire de sa disparition tragique. Elle a été à l'avant-garde d'un combat spirituel, puisque Chimpa Vita se bat pour réunifier le Congo qui avait été vassalisé par les Portugais. Plusieurs événements tragiques, en tout cas, ont précédé sa naissance. Et la trahison vient du fait que le 3 mai 1491, donc à la fin du 15e siècle, nous avons un roi qui s'appelle Nzingankuvu qui va se convertir au christianisme à l'insu de son peuple, puisque le culte de référence au royaume du Congo était le Kingunzaga Congo. C'est un culte qui se pratique encore aujourd'hui, dont je suis d'ailleurs adepte, il ne faut pas s'en cacher. Et finalement, à un moment donné, le christianisme lui présente les préceptes en disant que la polygamie est interdite. Alors que Nzingankuvu était polygame, il avait plusieurs épouses avec lesquelles il avait eu des enfants,
Sauf que le christianisme lui dit, puisque tu as été baptisé, tu es maintenant Joao Ier, donc Jean Ier, il faudra renoncer à la polygamie. C'est là où Nzingankouvu, Aka Joao Ier, dira que je ne peux absolument pas renoncer à mes autres épouses pour la bonne et simple raison, elles sont mères de mes enfants. Donc, les coutumes de chez moi m'interdisent de renoncer à mes épouses. Les conclusions, il va faire un rétropédalage. Malheureusement, le verre était déjà dans le fruit. Ces missionnaires qui étaient censés venir, soi-disant, apporter, évangéliser le Congo, n'étaient que des négriers. Ils étaient en mission officielle. D'ailleurs, Desmond Tutu, qui était un ecclésiastique, paix à son âme, qui nous a quittés il y a quelques mois, disait que la religion est l'arme douce de l'impérialisme. Donc, à partir de là, ça devient une colonisation religieuse. Et cette colonisation va durer plus de 5 siècles, puisque l'Angola, qui a été la porte d'entrée des Portugais, accédera à la souveraineté nationale qu'en 1975. Donc, ça a été une histoire très tragique. Et ce qu'on peut déplorer, c'est que malgré le fait qu'il y ait eu quelques tentatives timides de réhabiliter sa mémoire, il n'y a pas véritablement de grands symboles à l'image du Bénin, qui vient de ériger en plein centre-ville une grande statue dédiée à l'unique reine qui a régné au Dahomey, qui est la reine Tassi Angbe. Le président Talon, honneur à lui, en tout cas d'avoir pris cette initiative. Lascoli, tout à l'heure, vous avez parlé en fait, du combat religieux. Oui, mais il est important de tenir compte du contexte parce que justement, elle est précurseur du combat pour la souveraineté, parce que c'est d'abord... Essentiellement religieux. Non, pas religieux. Elle n'a pas été dans le... Non, je parle du combat spirituel, parce que, comme je l'ai dit tantôt, la religion est l'arme douce de l'impérialisme, en paraphrasant Monseigneur Desmond Tutu, qui lui était un ecclésiastique, qu'il a écrit dans un ouvrage intitulé « Prisonnier de l'espérance ». Donc, si Desmond Tutu, qui est un ecclésiastique, dit que la religion est l'arme douce de l'impérialisme, il n'y a pas de raison que j'en doute. Et donc, Kimpavita comprend qu'il faut d'abord réhabiliter le culte ancestral pour pouvoir contrer la pénétration coloniale, parce que dans la plupart de nos pays, la colonisation a été accompagnée par le mouvement religieux. Ça a été le cas notamment aussi au Congo démocratique, la République démocratique du Congo, puisque Léopold II de Belgique va signer une alliance avec la mission catholique romaine pour pouvoir créer ce qu'on appelle l'EIC, État indépendant du Congo, qui en vérité était une colonie qui ne disait pas son nom, une propriété privée. Donc, Kimpavita, dès le départ, a compris que les missionnaires avaient un rôle d'agent double. Ils prétendaient venir nous enseigner Dieu, alors que l'Africain a ingurgité le nom de Dieu avec le lait maternel. Donc, il n'y avait rien à apprendre de ces gens-là qui étaient en fait des négriers. Et le premier symbole d'ailleurs qu'ils vont attaquer, en Angola, ça, ce sont des faits qu'on peut vérifier, c'est là le travail du chercheur que je suis, c'est que nous avons un arbre, un phénomène anthropologique unique dans l'histoire de l'humanité. Nous avons un arbre en Angola, en Banzakongo, qui s'appelle Yalankouf. C'est le seul arbre qui, à la place de la sève, sort du sang. Et beaucoup de biologistes. Ça existe encore jusqu'aujourd'hui? Mais bien sûr, j'ai les photos, je les ai. Ça s'appelle Yalankouf. Donc, Yalankouf est un arbre. C'est pas une sève rouge, c'est vraiment du sang. Non, mais la sève n'est jamais rouge, la sève est toujours blanche ou beige. Mais là, nous avons du sang, puisque ce phénomène, lorsque les Portugais datent de cela, il y a tout un culte autour de ça. C'est pour cela que la première église qui est construite en Afrique dite subsaharienne, je ne parle pas de l'Éthiopie, qui s'est convertie elle-même au christianisme au IVe siècle. Je parle de l'embastillement religieux, c'est-à-dire que le Congo, l'actuel Angola, reçoit la première cathédrale qu'on appelle Sao Salvador. C'est ce qui explique que la capitale du royaume Congo, qui était Manzakongo, devient Sao Salvador, Saint-Sauveur, qui est un égrégore. Mais pourquoi est-ce qu'on construit cette première cathédrale à Manzakongo? C'est juste pour contrer la force spirituelle que représente Yalankoufou, qui est un arbre qui saigne. Je pense que les chercheurs gagneraient à faire des pèlerinages dans ce genre de lieu pour constater, puisque l'arbre existe encore.
Alors, on revient sur Kimpavita. Tout à l'heure, on était en train de parler du contexte. En quoi s'est caractérisé le combat de Kimpavita exactement? Ben, disons qu'il faut déjà rappeler qu'il y a un baptême qui fait tâche dans l'histoire du Congo, le 3 mai 1491. Donc, Nzingankoufou devient Joao Ier, puis s'ensuit son successeur qui aussi se baptise Nzingamemba qui devient Afonso Ier, et puis après nous avons des Nicolas Ier, des Antonio Ier, et justement la mission spirituelle de Kimpavita commence justement après la bataille d'Ambouila qui a lieu le 23 octobre 1565. On a pour la première fois dans le royaume Congo, nous avons un roi décapité, Mvitankanga, qu'on appellera Antonio Ier. Il est décapité par qui? Toujours par les Portugais. missionnaires. Par les Portugais, et on exhibe la tête, on se balade avec la tête. Il y a des illustrations. Les Portugais, c'est-à-dire les missionnaires, c'est ça? Les missionnaires qui exhibent la tête. Une telle barbarie n'avait jamais été enregistrée sur notre territoire. Et toutes ces injustices qui se multiplient finiront par pousser une jeune jumelle du nom de Nsimba Zamvita. Donc, c'est un nom même comme une prédiction, c'est un nom prémonitoire, Nsimba Zamvita. Nous savons très bien que dans notre culture, Nsimba est le diminutif de Bansimba, donc qui est la sœur jumelle de Banzuzi. Et donc, Nsimba Zamvita, qui signifie la jumelle de bataille, qui va donc à la bataille. C'est ce qu'on va appeler, on va finir par l'appeler, on va essayer de la baptiser, l'appeler Donna Béatrice, etc. Mais la mayonnaise ne prend pas, et finalement, le 2 juillet, à Evoluolu, dans l'actuel Angola, le drame va se produire, c'est que la force spirituelle de cette femme sera redoutée par les missionnaires portugais qui savent que la première colonisation doit être avant tout une colonisation spirituelle, pour ne pas dire religieuse. Mais puisqu'il y a elle était, évidemment, elle était prêtresse au Ngunza, ça veut dire qu'elle était à la tête de toute... Elle était à la tête d'une église, c'est ça? Non, pas une église, non, pas une église, un temple. Il faut trouver les bons mots. Parce qu'en Kikongo, le lieu où on prie, ça s'appelle Fokola. C'est important d'aller à la racine des mots. Si on parle de l'église, on fausse tout. Église, ça n'a rien à voir avec nos cultes. C'est plutôt une adaptation. Voilà, Fokola. Fokola qui est la paroisse, donc, ou Kizinga. Elle était à la tête de ça. Et donc, elle a été à l'avant-garde du combat parce que la première libération, c'était une libération spirituelle. Nous sommes d'ailleurs encore dans cette actualité. Et finalement, le drame va se dérouler et évoluer. Et donc, aujourd'hui... alors, comment ça va se passer? Comment ça va se passer finalement? Il y aura un bûcher, on va lui demander de renoncer au culte ancestral. Elle va opposer une fin de non-recevoir aux Portugais qui vont par la suite la jeter sur le bûcher avec son enfant. Et c'est ce qu'on appelle la littérature orale. Nous avons des chants populaires qui peuvent nous permettre de reconstituer l'historiographie proprement africaine, parce que vous êtes en train de dire que Kimpavita a été brûlé vive, son enfant. Mais c'est ce qui explique que M. Perrin, chaque 2 juillet, les Ngunza, les adeptes du Kingunza s'habillent en jaune. Le jaune qui symbolise le feu. Et les images, nous les avons, puisque j'ai été le témoin privilégié du culte qui a été organisé en hommage à Kimpavita dans la commune de Bumbu à Kinshasa, qui a été organisé. Il y a eu même des officiels d'ailleurs. Il y a eu un bourgmestre, ce qu'on appelle un maire chez les francophones, bourgmestre enfin chez les Belges, qui est venu justement assister à ce culte dans la commune de Bumbu, dans un temple justement qu'on appelle Kilongo Manzalunungu Kianzambi. Là, c'était à Kinshasa, puisque le 2 juillet, j'étais à Kinshasa. En Angola, il y a eu également un grand culte à Manzakongo, où les gens étaient habillés en jaune. Et il y a également eu le même culte à Brazzaville et le même culte à Pointe-Noire. Donc, nous avons encore des frères congolais qui s'y trouvent dans ce cadre de cette commémoration. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, les Africains ne puissent pas adhérer, par exemple, à ces communautés religieuses? Ah non, mais il faut quand même rappeler qu'il y a un engouement depuis un certain temps. Les gens reviennent vers
les gens reviennent justement vers ces cultes-là. Parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, la chanson culte, c'est Bokoko, qui se traduit par Kikudu. Hein, c'est une chanson, certes pas spirituelle, mais c'est une chanson qui valorise pour une fois notre ancestralité. Je crois que c'est le musicien Roga Roga qui l'a chanté. Je ne suis pas tellement adepte de la rumba, mais saluons les bonnes initiatives. Et cette chanson est devenue un tube planétaire. Et je pense que c'est une très bonne chose qu'il y ait cet engouement. Je sais que l'année dernière, devant le parvis du Palais des Congrès à Brazzaville, il y a eu un grand culte. Il y a eu des représentants de la RDC, notamment de Vouvoimou, dirigé par Papa Nkoussou qui était là. Il y a eu une aide d'honneur. Il y a eu beaucoup de gens. Ce sont des milliers d'adeptes qui ont fait une démonstration. Et là encore, nous avons une excellente cérémonie où on voit des gens marcher sur le feu, ce qui montre que nos cérémonies, donc ça, ce sont des images que nous pouvons produire dans cette émission. C'est-à-dire marcher sur le feu. Les gens marchent sur le feu, oui, parce que nous croyons à la réincarnation. Et lorsque nous invoquons justement, je dis bien invoquer et non évoquer, lorsque nous invoquons nos ancêtres, il y a une puissance qui surgit, qui fait qu'on devient insensible à la chaleur, quel que soit le degré. Et vous pensez que nous avons perdu ces puissances-là maintenant? Mais ces choses, on ne les a pas perdues, puisque dans l'arrière-pays, ça se pratique. En fait, le citadin finit par croire que le vrai Africain, c'est lui. Non, l'Afrique réside dans l'arrière-pays, ce qu'on appelle l'interland. Et ces phénomènes, on les observe au Bénin, puisqu'il y a des sociétés de dompteurs de feu. Ça s'observe au Nigeria, où je travaille depuis 2 ans. Ça s'observe un peu partout. Et au Congo, ça s'observe encore. Donc, marcher sur le feu, et comment dirais-je, c'est un acte banal pour les adeptes des cultes ancestraux, puisque la science est indissociable avec la spiritualité africaine. Donc, non, lorsqu'on dit nganga, c'est un savant. Nganga Nkisi, nganga Mayele, c'est la science. Donc, oui, mais pourtant, lorsqu'on parle de la culture chez nous, nous avons même des ministères de la culture. Et curieusement, on ne fait pas la promotion de cette culture, de ces activités que vous venez de faire état. Qu'est-ce qui peut expliquer tout cela? C'est l'aliénation, mon cher Christian, parce que nous sommes passés tous par la case école. L'école ne nous enseigne pas l'essentiel. L'école nous donne des outils pour raisonner, réfléchir, mais souvent nous voyons l'Afrique à travers le paradigme colonial. Conclusion, c'est ce qui explique aussi l'engouement de l'élite africaine dans des sociétés secrètes occidentales qui contribuent à construire les nations occidentales, mais à détruire les nations africaines. Vous remarquerez, par exemple, si vous prenez par exemple la secte de Clapham, elle a été à l'origine de l'abolition de l'esclavage en Angleterre, incarnée par des hommes comme William Wilberforce, abolitionniste très connu. Ils ont été à l'origine de la révolution industrielle, mais quand on arrive chez nous, on voit les francs-maçonneries, ce sont souvent des bouchers qui en sont membres. Prenez le cas du Congo, d'Brazzaville, deux francs-maçons se sont battus, Pascal Lissouba et Denis Sassou Nguesso. Ils se sont canardés, le peuple en a payé le prix, il y a eu des milliers de morts, et ces gens-là, écoutez, ils ont continué à sabrer le champagne. Donc c'est bien pour vous dire que ces sociétés secrètes dans lesquelles ils ont été cooptés ne leur servent pas à grand-chose, tandis que les sociétés secrètes africaines authentiques ont pu pondre la première charte des droits de l'homme, qui est la charte du Kourouka-Fougou après la bataille de Kirina en 1236. La première charte des droits de l'homme a vu le jour sur la terre du Mali, qu'on appelait le Mondé à l'époque. Et si vous allez au mémorial de l'esclavage à Nantes, vous trouverez des extraits de cette charte. Je pourrais notamment citer l'article 7 qui stipule de lutter contre l'oisiveté et la paresse. Ça s'appelle le Konogben Wolo. Voyez-vous que c'est un Congolais qui vous parle du Mondé. C'est bien pour vous dire que mon champ de recherche est très large. Et revenons-en au Congo. Donc, le culte Ngunza a des milliers d'adeptes. Certes, dans toute spiritualité ou dans tout mouvement religieux, il y a toujours des schismes, mais le culte est là. Nos ancêtres l'ont toujours pratiqué. Et je vous signale que des cultes Ngunza est pratiqué dans tout le Congo. Les adeptes du Kingunza sont sur le territoire national. N'oubliez pas que au début des indépendances, il y a eu ce qu'on appelait les corbeaux, les micalistes, qui ont été déportés vers le nord. Ils y ont fait des enfants et ils ont mené ce culte-là. Donc c'est bien pour dire qu'il y a une assise
de ces cultes et je ne comprends pas pourquoi nous, Congolais, de façon générale, nous n'officialisons pas ces cultes-là. Certes, l'État a reconnu ces cultes puisqu'il existe des temples Ngunza à travers le Congo-Brazzaville jusqu'à Ouesso. Qu'est-ce qui retient les Africains, les Congolais en Il y particulier, a un problème de... d'intégrer, par exemple, ces communautés-là? Ben, hommage à vous, mon cher Perrin, parce que vous êtes l'un de ces pionniers, justement, qui osait mettre cela en exergue. Mais la télévision congolaise en parle timidement, quoi qu'il faut saluer quelques émissions qui ont été réalisées sur la télévision congolaise. Mais généralement, quand vous voyez les télévisions congolaises, c'est souvent des messes de messes catholiques qui passent en permanence. Je n'ai rien contre le culte catholique, mais rappelons quand même que c'est à travers les missions d'évangélisation que nos pays ont été détruits. Et pour faire le parallèle, c'est que Kimbavita, qui a été brûlé le 2 juillet 1706, Lumumba est né en 2 juillet 1925. Et Lumumba lui-même aussi subira la crémation, puisque son corps a été plongé dans de l'acide et brûlé le 17 janvier 1961 au Katanga. Donc, c'est bien pour dire qu'il y a... Alors, oui, c'est vrai. On va revenir sur Lumumba tout à l'heure, mais parlons encore de Kimbavita. Vous avez rappelé tout à l'heure qu'elle a été brûlée avec son nourrisson le 2 juillet. Mais quand elle a été brûlée ainsi par, c'est ce que nous apprenons, hein, dans le manuel, non, mais ça a été par les ça c'est par rapport aux archives, oui, tout à fait. Aux archives elle a été brûlée donc par les catholiques, c'est bien cela. Les catholiques portugais, l'ordre des Antonins. Quel est le message que les catholiques avaient voulu passer en posant un tel acte? C'était justement pour dissuader les adeptes des cultes ancestraux, parce que n'oubliez pas que dans le Congo royal, il y avait une société secrète qu'on appelait le Lembadia Congo, dont les adeptes, pour la plupart, étaient des fumeurs de chanvre. C'est ce qui explique que le chanvre, soit la consommation du cannabis, soit quelque chose de très tabou dans nos sociétés, parce que les gens du Lemba fumaient de l'herbe au cours d'un rituel et ils faisaient une libation en Kikongo qu'on appelle un chibou. C'est ce qui explique que, d'ailleurs, on a un chercheur congolais qui est basé... Ça veut dire quoi? Un chibou, qui signifie... Ça veut dire quoi? Incantation ou libation. C'est-à-dire qu'avant de fumer chez nous, ça, j'ai été témoin de ce genre de rituel quand j'étais gamin, puisque du côté de ma famille maternelle, il y avait un oncle éloigné. Quand j'étais gamin, j'avais 7 ans qui allait fumer, et souvent les parents me disaient, il ne faut pas le fréquenter, il fume. Mais en fait, j'ai fini par comprendre que ces gens qui fumaient, aujourd'hui, la corniche justement de Brazzaville, avant qu'elle ne soit goudronnée, c'était le lieu des rituels où les adeptes du Lemba, enfin, le Lemba a été détruit dès le 15e, 16e siècle, mais il y a eu des bribes, il y a eu quelques adeptes de cette société secrète qui sont restés, mais ils ont continué à fumer. C'est ce qui explique que chez nous, le cannabis soit, la consommation du cannabis soit quelque chose de très grave, de très tabou. C'est quelque chose de très grave, mais c'est lié au fait que la consommation de l'herbe était réservée aux initiés. Et je pourrais apporter un petit détail à propos de ces rituels et de ces sociétés secrètes. L'herbe chez nous, jusqu'à présent, se plante nue la nuit. Et pour récolter cette herbe, ben, il faut faire un test avec ce qu'on appelle un buffle en français, mpakasa en kikongo. Quand le buffle... Mais comment on arrive à faire finalement ce lien entre cette herbe dont vous parlez et, je ne sais pas moi, le banditisme, la société, pour qu'on arrive à réprimander tout ce qui... Mais justement, parce que nous avons emprunté le droit colonial, puisque en Occident, ils ont décidé, moi, personnellement, je ne fume pas, et donc je ne suis pas ici pour faire l'apologie des fumeurs de chanvre, mais expliquer le contexte, la raison pour laquelle fumer chez nous est très grave. Je ne pense pas qu'il y ait une seule famille au Congo où on puisse encourager un enfant à fumer. Un enfant qui fume devant ses parents est systématiquement réprimandé quand ce ne sont pas les autorités officielles qui le font, dans la famille, dans la société. Même un voisin qui voit l'enfant de l'autre fumer, il réagit systématiquement. C'est lié au fait que la consommation du cannabis était réservée aux adeptes du Lemba. C'était une société secrète masculine. Et la société secrète féminine était justement le Kingunza. Le fait que le Lemba ait été détruit par les Portugais, puisque les Lemba, pour la plupart, ont été tués, décapités et déportés, et ils ont survécu à Cuba.
dans 3 Oui, localités. mais pendant que vous parlez de cela, je vais revenir un peu sur le cannabis. Mais évidemment, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cet interdit. Mais apparemment, la société est en train d'évoluer parce que dans certaines sociétés, c'est permis pour les raisons médicales. Est-ce qu'on peut penser qu'en ce temps-là, évidemment, les aïeux qui prenaient ça aussi, ça pouvait être dans ce cadre-là de... Je ne saurais le dire. Moi, personnellement, je n'ai jamais fumé même une cigarette, donc je ne pourrais pas commenter ce que je n'ai pas consommé. Mais une chose est certaine, on a par exemple un culte en Jamaïque qui s'appelle le Kumina, un culte qui est Mhm. d'origine congolaise. Le Kumina, c'est le Kumina qui a eu un impact sur le mouvement Rasta. Quand on voit des musiciens comme Bob Marley composer un morceau comme un album qui s'appelle Kaya, et Kaya, on sait qu'en Congo, Kaya signifie feuille. Donc, on peut facilement faire une corrélation entre justement le mouvement Rasta et tous ces cultes ancestraux. Mais là, il faut se tourner vers les pays de déportation pour poursuivre les investigations. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de chercheurs africains afrodescendants qui s'y penchent et ça ne pourrait que nous ouvrir les yeux. Parce que ce que je crains, mon cher Christian Perrin, c'est que demain, puisque l'Occident commence à légaliser la consommation de cet herbe, que nous aussi, par mimétisme, que nous le fassions, et ça serait encore la continuité du droit colonial qui s'imposera chez nous. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait chez nous des chercheurs, des intellectuels, des universitaires qui méditent sur ces sujets-là pour pouvoir créer des espaces de conservation de mémoire, qu'on appelle les musées. Alors, Kipavita est donc tuée le 2 Ah, juillet, brûlée tuer, vive. tuer. Non, 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 elle a été brûlée vive. Je préfère, Brûlée bon, vive. d'accord, ok, on va prendre, donc on va utiliser ces termes-là, brûler vif, comme vous avez dit là. Et nous savons qu'en elle, c'était quand même un symbole. Et tout à l'heure, vous l'avez expliqué, c'est la bravoure, c'est l'engagement, c'est la lutte, c'est ce combat-là spirituel. Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de la femme dans la société africaine? Ben, la femme dans la société africaine, il ne faut pas s'en cacher, c'est le pilier central. Nous sommes dans un système, dans un système matriarcal. On est père par présomption. On est sûr de sa mère, pas de son père. Et c'est ce qui explique que dans la majorité des cas, c'est toujours l'oncle maternel qui perçoit la dot. Ce n'est jamais le père. Parce qu'on est sûr de l'enfant de sa sœur, mais on n'est pas sûr de son propre enfant. Bon, aujourd'hui, à l'ADN, il y a des prouesses technologiques qui nous permettent de savoir si on est vraiment le père, mais l'ADN, les tests ADN, c'est très récent dans l'histoire de l'humanité. C'est ce qui explique que, justement, la femme a toujours été à la barre du combat, parce que nous sommes dans un système matriarcal. N'oubliez pas que la dot est une institution multimillénaire dans les sociétés africaines. Vous allez au Gabon, au Cameroun, un peu partout, même au Tchad, le Tchad qui a été très islamisé. Vous allez chez les Sahara, vous allez au nord de la République du Congo, vous trouverez toutes ces cérémonies. Et je pense que dans le cadre, par exemple, du nord de la République du Congo, le Congo dit Brazzaville, le Congo Mfwa, la partie nord a été la moins évangélisée. Et là, il y a un trésor culturel qu'il faut explorer, exploiter. Et je ne comprends pas que les intellectuels africains ne puissent pas s'y pencher. Par exemple, la paroisse catholique la plus connue dans le nord du Congo, c'est l'actuel Bunji, qui s'appelait à l'époque Saint-Benoît. Mais en dehors de Saint-Benoît, il n'y a pas eu beaucoup de congrégations religieuses, ce qui explique que le nord du pays a préservé les noms, les rites traditionnels. Ça, c'est très important. Je donnerai l'exemple d'une maladie qui existe souvent chez les Vili, puisque je suis en partie Vili, qu'on appelle le Mwanzanyoka, mais le Mwanzanyoka est soigné au nord du pays. Comment expliquer ce phénomène anthropologique? C'est la maladie, le sort est jeté par les Vili, mais ce sont les gens de la cuvette qui le soignent. Ça pourrait aussi nous montrer la complémentarité de nos cultures. Ça, c'est le travail d'un intellectuel. Je veux dire, l'école ne nous incite pas à étudier ce genre de choses. Et parce que nous avons des systèmes scolaires qui sont en fait des systèmes coloniaux, voilà. Et donc, Non on aurait seulement été tout coloniaux, cela, mais qui sont aujourd'hui caduques. Je veux dire, nos pays sont ils souverains, sont cadets. entre guillemets, depuis au moins 62 ans. Ben, c'est à nous de nous réapproprier notre culture. Il n'est pas normal que dans des pays comme les nôtres, qu'on ne puisse pas valoriser même ne fût-ce que les essences de bois. Nous avons une diversité euh, euh, biologique extraordinaire. On parle de biodiversité,
Mais au Congo, il n'y a pas de laboratoire pour travailler sur ces choses. Il n'y a même pas de musée. Vous imaginez, quand un pays comme le Congo-Brazzaville, on arrive à ériger un mausolée à la gloire d'un colon, celui qui a violé nos mères, et qui a des intellectuels qui s'y accommodent, puisque c'est le lieu des dédicaces, c'est le lieu où il y a des conférences, il y a quand même un problème. Et le pire encore, c'est qu'ils ont choisi de le mettre juste en face de Kinshasa. Ça veut dire qu'il y a une sorte de grégor négatif qui est là pour maudire les deux capitales les plus rapprochées du monde. Et ça... Alors, donc, évidemment, nous parlerons tout à l'heure de Kipavita et au Bénin, il y a aussi un monument qu'on vient à dériger pour la reine Tassi Angbe, qui était la sœur jumelle, du roi Akaba. Voyez-vous qu'il y a ces parallèles. Kimpavita est jumelle, et du côté du Bénin, Tassi Angbe est jumelle, puisqu'elle est la sœur du roi Akaba, qui est décédé. Donc, c'est elle qui va créer l'armée des Agodji, que les Européens appellent l'armée des Amazones. Et les Amazones n'existent pas en Afrique, ça relève de la mythologie grecque. Donc, c'est important d'ériger ces symboles pour édifier, parce qu'à partir d'un monument, mon cher Christian Perrin, on peut justement éduquer une nation. C'est l'importance de l'iconographie. Pourquoi est-ce qu'en Europe, partout, il y a des monuments à la gloire de De Gaulle, à la gloire de Leclerc, etc. Ben, c'est l'iconographie fait fonction de pédagogie. C'est important dans la plupart des grandes nations. Prenez par exemple même dans le cas de l'Égypte pharaonique. Qu'est-ce qui fait la civilisation négro-égyptienne? Ce sont les pyramides, ce sont le sphinx, premier symbole auquel Napoléon s'attaque pendant la campagne d'Égypte, c'est de casser le nœud du sphinx. Donc, toute cette iconographie, on en a besoin, et c'est pour cela qu'il est important, quand on voit par exemple les rares statuettes qui existent, puisqu'à l'époque de Kimpavita, la photographie n'existait pas, donc les sculpteurs ont dû faire travailler leur imagination pour ériger ces bustes-là, mais il y a un petit buste ridicule vers la gare de Brazzaville, derrière, je crois, la primature de Kimpavita. Mais c'est insignifiant comparé à ce que le Bénin vient de faire. Le Bénin vient d'ériger un monument qui fait presque 100 mètres de hauteur, hein, qui devrait pas tarder à être inauguré en plein centre-ville. On en a besoin, surtout que le Congo a adopté une loi pour protéger la femme. Mais tout ça, ces lois ne peuvent pas être efficaces s'il n'y a pas les symboles qui suivent. C'est pour cela que nous, qui venons d'un système matriarcal, nous devons justement insister sur le fait que des femmes comme Kimpavita, qui ont été des précurseurs dans la lutte de libération de l'Afrique, il faut réhabiliter absolument leur mémoire. Alors donc, de Kipavita à Tassi Angbe, c'est comme ça que l'on prononce ça, on se rend bien compte que la femme était au devant de la scène. Alors aujourd'hui, on a l'impression que la femme africaine est absente dans toutes les luttes qui se mènent pour la libération et la souveraineté de l'Afrique. Non, les femmes sont présentes dans les luttes, mais leurs voix sont étouffées par les hommes, puisque nous avons adopté le matriarcat occidental. Prenons le cas de Wangari Maathai, qui a été prix Nobel de la paix. Elle s'est illustrée dans un combat écologique au Kenya. Elle a réussi à planter des milliers d'arbres. Ça a été une très grande militante pour le combat de l'indépendance. Oui, mais lorsqu'on regarde la société congolaise, par exemple, on a l'impression que la femme n'est pas présente. Lorsque les hommes politiques prostituent la femme, ils ont tous des harems, ils ont fini par chosifier la femme. Même dans le système éducatif, lorsqu'une demoiselle, même quand elle est brillante à l'école, elle est obligée de s'allonger sur le canapé pour pouvoir accéder à un diplôme, ben, tout cela contribue à chosifier la femme. Nous, les hommes conscients, nous devons justement dénoncer cela. On ne peut pas bâtir une nation lorsque la femme est ostracisée. Prenons le cas de l'Union africaine, qui est une cantine 5 étoiles en panne, où les chefs d'État vont plus pour leur causerie, pour régler les problèmes africains. Pour une fois que cette organisation continentale a bougé, c'est lorsqu'une femme a été à la tête. Madame Zouma, hein, on a vu que lorsque Gilbert Diendéré a fait le coup d'État le plus bête du monde au Burkina Faso après la révolution de 2014, ben Madame Zouma n'a pas hésité à traiter les putschistes de terroristes. Et c'est ce qui explique que la transition ait pu être sauvée. Et le président Michel Kafando est toujours en vie, il pourrait témoigner. C'est Madame Zouma qui a fait que cette
ce coup d'État. Évidemment, la femme, c'est la vie, comme on dit, hein, c'est la femme qui fait la société. Alors là, déjà, nous parlons de Kimpa Vita, mais tout à l'heure, dans une des réponses que vous avez données, vous aviez, je crois, fait déjà un parallèle avec Emery Patrice Lumumba, qui est né aussi en juillet, le 2 juillet, Juillet et 1925. qui a subi pratiquement le même sort parce que lui aussi, il a été, je crois, brûlé. Mais bon, l'histoire Brûlé, nous dit que jeté c'est dans, dans l'acide, jeté dans l'acide. des brûlés. Ça, c'est le témoignage de Gérard Souette, son Est-ce bourreau. qu'on peut parler de la réincarnation? Absolument, absolument. Mais je pense que les Africains ne doivent pas faire l'économie de leur spiritualité. Nous ne sommes pas obligés de raisonner comme Darwin ou je ne sais quel autre penseur européen ou scientifique européen, parce que lorsque nous parlons de réincarnation, les gens vont nous poser la rationalité. Mais l'histoire de Moïse qui traverse la mer, est-ce que c'est rationnel? L'histoire de la Vierge Marie qui accouche Jésus par le Saint-Esprit, est-ce que c'est rationnel? Donc, à un moment donné, les Africains, sans complexe, doivent étaler leur spiritualité parce que c'est ça qui fait la force d'une nation. Prenez le cas du Japon. Le Japon est la première puissance technologique du monde. C'est le premier pays qui a adopté une religion dédiée aux ancêtres, le shintoïsme. Je crois que nous avons tout à gagner à réhabiliter cela. Ça fait plus de presque un millénaire que nous avons adopté les religions abrahamiques. Ça a rapporté quoi à l'Afrique? Les mosquées sont pleines le vendredi en Afrique. Les églises sont pleines le dimanche en Afrique. Quels sont les résultats probants? Vous vous rendez compte que les Africains sont obligés de dépenser des millions pour aller chercher Dieu en pèlerinage dans des contrées lointaines alors que la nature a tout mis à leur disposition. Tout cela relève de la colonisation religieuse. Et nous devons absolument. Moi, je n'ai pas de problème avec la religion, puisque dans les religions, il y a des préceptes qui m'arrangent. Les 10 commandements de Dieu, par exemple, qu'on trouve dans la Bible, ne me dérangent absolument pas, ou la générosité, l'hygiène préconisée par le Coran. Mais ceci étant, les Africains n'ont pas eu besoin de recevoir quelques barbus pour connaître la pratique spirituelle. C'est en cela que nous devons réhabiliter des moments comme Kimpa Vita, à qui nous dédions un culte, puisque le 2 juillet a un culte dans les 3 Congos. Il faut insister. Souvent, même lorsque nous parlons des 3 Congos, les gens oublient que le vrai Congo, c'est l'Angola, puisque la capitale du royaume Congo, Manza-Congo, c'est encore en Angola. La ville a retrouvé son nom originel. Manza-Congo, c'est très, très important. Oui, mais lorsque vous parlez de ces cultes qui sont dédiés, par exemple, à Kimpa Vita, le 2 juillet, on se rend bien compte que généralement, ce sont plutôt les groupes traditionnels, culturels, religieux qui s'y intéressent beaucoup plus et non pas les politiciens. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Parce que les politiques en Afrique, finalement, sont tournés ailleurs. Tout ce qui est culture, et là nous parlons par exemple de Kimpa Vita, mais ça semble ne pas intéresser le monde politique. Nos politiciens, pour la plupart, c'est une élite qui est prise en otage par les loges maçonniques. Il ne faut pas s'en cacher. Je n'ai rien contre la franc-maçonnerie, puisque celle-ci a contribué à construire l'Europe. Mais quand on voit les résultats chez nous, la franc-maçonnerie n'a produit que des bouchers. Blaise Compaoré, qui n'a pas hésité à liquider ses propres frères d'armes. Le capitaine Thomas Sankara, 12 de ses compagnons, au cimetière de Dagnoé que je filmais. Prenons le cas du commandant Jean-Baptiste Lingani, Henri Zongo, qui constituait ce qu'on appelait les 4 mousquetaires. Mais Blaise Compaoré était à la tête de la Grande Loge nationale du Burkina Faso. On pourrait citer le cas de Feu Idriss Déby, qui lui aussi était maçon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À un moment donné, il faut qu'il y ait un débat, que les francs-maçons viennent, qu'on discute. Ceux qui pensent que leur société secrète produit la vertu, ben, qui viennent s'expliquer. Comme au Congo d'ailleurs aussi. Oui, comme au Congo, il faut qu'on ait un débat. Comment expliquer qu'au Congo, 2 frères dits de lumière se sont canardés pendant plus de 6 mois sans compatir? La première image que nous voyons, c'est un jeune écolier congolais qui tombe sous les balles, on ne sait pas de qui, mais il y a eu un écolier qui est tombé. Cette image a choqué tous les Congolais, quelle que soit leur origine ethnique. Et il faut qu'on se pose des questions, comment des gens qui se disent humanistes, que c'est comme ça que les francs-maçons se font appeler, n'ont pas eu la moindre compassion. Et d'ailleurs, qui a jeté l'huile sous le feu? Les André Talaralo étaient aussi des frères, ils étaient dans des loges certes occidentales, mais ils ne sont pas venus pour éteindre le feu, bien au contraire, ils ont tiré profit de cette guerre. C'est pour cela qu'à un moment donné, les Africains doivent se ressaisir
intégrer leurs cultes ancestraux, parce que je pense que l'Afrique traditionnelle, c'est l'Afrique stable. L'équilibre de l'Africain vient du fait qu'il a des traditions et il doit être ancré là-dedans. Un peuple qui n'est pas ancré est un peuple complètement déboussolé. Et c'est ce qui arrive à l'élite africaine. Comment expliquer qu'un pays comme le Congo-Brazzaville puisse dépenser des milliards pour ériger un bel édifice qui a coûté, je crois, 14 milliards de francs CFA, alors que même le père de l'indépendance repose dans un modeste caveau. Même le président Marien Ngouabi, qui est à l'origine, qui est le fondateur du PCT, parti au pouvoir, n'a même pas été honoré. Hein, dans le même temps, Alphonse Massamba Deba n'a pas de statut. Il n'a pas quand vous regardez Fulbert Youlou, c'est vraiment lamentable, mais on prend ces milliards pour aller vénérer un colon avec sa famille, parce que De Brazza n'est pas seul. Et d'ailleurs, j'ai un petit scoop pour vous, monsieur Christian Perrin. Figurez-vous qu'en 2018, le Congo-Brazzaville a invité le président du Sénégal, Macky Sall, pour décerner la nationalité congolaise à titre posthume à Malamine Camara, qui était le compagnon de Brazza, c'est-à-dire le bourreau de nos ancêtres. Hein, celui qui a servi de piquet humain pour balkaniser le Congo, a été décoré à titre posthume. Et la photo est dans le mémorial, le mausolée Salvador de Brazza. Personnellement, ça fait presque un quart de siècle que je n'ai pas remis les pieds au Congo, mais nous avons des équipes qui travaillent sur place, donc j'ai des images. Moi, j'ai des caméramans sur place, sur le Congo, je ne les citerai pas pour ne pas les exposer, qui font le travail que je paye et qui font des investigations. Ces images, je peux les produire. Comment expliquer cela? On va même payer des historiens, des falsificateurs, comme Mme Kokri-Vidrovitch, Catherine, qui est venue au Congo, reçue par le chef de l'État pour reconstituer l'histoire du Congo. C'est quand même une aberration. Le Congo a des historiens. Que faisons-nous de professeurs? On aurait peut-être bien fait d'appeler ce mausolée comme mausolée Makoko, pourquoi pas? Oui, mausolée Makoko, mais si ces restes n'y reposent pas, ça ne sert à rien, parce qu'un mausolée est dédié aux défunts. Et bien curieusement, même les restes de Brazza, on est allé les chercher ailleurs. À Alger, absolument. Et d'ailleurs, ce sont 3 chefs d'État, je vous signale, qui ont fait le déplacement de Brazzaville, parce qu'il n'y a pas que eu Denis Sassou Nguesso, il y a également eu Jean-François Bozizé, putschiste en Centrafrique, et le Mollah Omar Bongo. Donc les 3 sont venus à Brazzaville, puisque le cercueil a fait le tour. Il serait l'homme qui nous aurait découvert. Et il y a des intellectuels qui ont cautionné cela. On a même fait venir des artistes congolais qui ont poussé la chansonnette à la gloire de ce violeur de nos ancêtres. Ça, c'est quand même des choses très, très graves. Alors, le temps qui nous est imparti, malheureusement, touche à sa fin. Alors, ce sera donc la dernière question. Non, je serais triste de ne pas... Je serais triste avant de répondre. Je vous en prie. Alors, donc, je serais quand même tenté de dire que en République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo vient de nous donner une leçon en érigeant enfin un mausolée à la gloire du père de l'indépendance, premier martyr de l'indépendance du Congo, Patrice Emery Lumumba. J'étais à Kinshasa, j'ai couvert l'événement. Il y a eu un engouement populaire. Et ce qui est formidable, c'est que ce sont les gens de tout tendances confondues, les gens de l'opposition, les partis de l'opposition étaient là, les partis de la mouvance présidentielle étaient là pour accueillir le héros national. Quand est-ce que les Congolais pourront demain faire l'effort, je suppose que même si ils ont fait disparaître le corps du président Massamba Deba, certains de ces bourreaux sont encore en vie. Dans le cadre de la réconciliation, ils peuvent même faire de façon anonyme, nous sortir ces restes, ou je ne sais pas où est-ce qu'ils les ont enfouis, pour réconcilier le peuple congolais. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça dans la tricherie, dans le tribalisme à un moment donné, si on veut vraiment, parce qu'aujourd'hui, vous avez une partie des Congolais qui réclament la partition. Moi, personnellement, en tant que panafricaniste, je ne pourrais jamais adhérer à ce discours. Mais ce discours peut aussi s'expliquer par certains éléments. Je ne cautionne pas ce discours, mais tout s'explique en fait. Nous sommes dans la tricherie permanente, le pays est divisé, alors que les populations n'ont pas de problème. Nous nous marions entre nous. La plupart des notables du Congo sont mariés avec des femmes qui ne sont pas forcément de leur région. Il faut le signifier, ça. Mais il faut des symboles forts pour pouvoir consolider l'indépendance d'une nation. Parce que nous ne sommes pas encore des nations, cher Christian Perrin.
nous sommes encore des enclos coloniaux. Et il faut passer à l'étape qualitative. Il faut passer à l'étape qualitative. Je disais, la dernière question, c'est comment restaurer cette histoire africaine qui finalement a été scamotée, modifiée, qui a été manipulée, tripotée par, j'allais dire, ces explorateurs. Parce que Comment faire pour... les explorateurs ont fait des petits. Il y a des Africains aujourd'hui qui sont devenus des africanistes, qui ne s'en cachent pas et qui perpétuent la version coloniale. Lorsque, par exemple, vous allez à Luango, Elf a fait don d'un musée. Il existe un musée ridicule à Luango. J'ai vu un conservateur dans une vidéo sur YouTube qui s'est débrouillé du mieux qu'il pouvait. Je me suis même proposé de lui donner des cours d'histoire bénévolement. Lorsqu'il parlait de la déportation, c'était dramatique. Il te parlait d'échanges. Alors que nous avons été les premiers pays à connaître ce qu'on appelle la métallurgie industrielle. Lisez le forgeron en Afrique du père Clément, anthropologue qui est arrivé à l'époque coloniale au Congo. Lisez les témoignages des hommes comme William Shepard, qui était un Afro-Américain qui a dédié toute une université, l'université de Hampton en Virginie, à la mémoire du Congo. Il a travaillé sur les Cuba, mais tout ça, c'est le Congo. Hein? Lisez les explorateurs comme Victor Léo Frobenius, qui était Léo Victor Frobenius, qui est un anthropologue allemand, qui a laissé des travaux. Lisez, là je cite que des Européens, puisque, comme disait Cheikh Anta Diop, la vérité doit sonner blanche. Mais qu'elle sonne blanche, lisez des hommes comme Jean Rouch, qui a consacré toute une documentation, une filmographie à l'histoire glorieuse de l'Afrique. Ceux-là ne sont pas des Européens, des Africains. On pourrait citer également Marcel Griol, qui a renoncé à une chaire professorale au Collège de France pour s'interroger uniquement au Dogon. C'est lui l'un des premiers à travailler sur l'astronomie Dogon. Ben, c'est à nous de mettre en exergue tout cela. Comment expliquez-vous, par exemple, que la capitale de la RDC s'appelle Kinshasa, alors que le vrai Kinshasa se trouve au Congo? Les gens ne le savent pas. Kinshasa s'appelle Kinshasa depuis, je crois, 1971. Avant, ça s'appelait Léopoldville. Mais il y a une localité depuis la nuit des temps au Congo qui s'appelle Kinshasa Biboubou. C'est un hameau vers Boko. C'est un observatoire. C'est là où est né le calendrier Congo de 4 jours. L'un des gardiens de ce qu'on appelle une Foko, donc la paroisse de Kinshasa Biboubou, c'était M. Samuel Matouba, dont la tombe peut être identifiée encore. Donc, il faut exhumer tout cela. Une émission ne suffira pas, il faut plusieurs émissions. Il existe au Congo des compétences, j'en suis certain, des hommes qui ont fait un travail extraordinaire. Mais vous pensez que nous avons encore les Kimpavita dans nos sociétés? Peut-être pas des Kimpavita, parce que ces gens étaient dotés d'une capacité spirituelle extraordinaire. Avec la colonisation, nous avons fini par boire le poison colonial. Aujourd'hui, nous subissons les méfaits de ce poison colonial. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a quand même des gens dans nos sociétés qui sont assez courageux pour travailler dans ce sens. Et moi, en tout cas, modestement, je fais ma part. Je balade. Je suis parti à Kinshasa, je vous signale. J'étais invité pour faire une présentation écrite et en image à un festival unique en son genre qui s'appelle l'African Zuri. Zuri qui est le diminutif de Muzuri en swahili qui signifie beauté, donc promouvoir la trifrie coquette. Un très beau festival qui a réuni 18 pays sur 54. Et figurez-vous que c'était l'occasion pour moi de profiter de couvrir le culte de Kimpavita, mais aussi de couvrir la cérémonie officielle de l'enterrement de la relique de Mfumu Patrice Emery Lumumba. Ça, nos populations, les téléspectateurs ont besoin d'être édifiés en regardant ces images. Mais ces images, je les ai. Téler TV va les mettre à la disposition de nos téléspectateurs pour qu'ils sachent qu'il y a des Africains qui travaillent, j'en fais partie. En tout cas, merci pour le travail que vous faites. Vous faites votre travail. Téler TV aussi fait son travail d'information. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous voici à la fin de ce numéro de Droit de savoir. Likez, partagez. Pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois, en tout cas, ne manquez pas de vous abonner. On se retrouve très prochainement et encore merci de nous avoir suivis.